Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Pour la première fois, un sondage Harris Interactive donne Marine Le Pen à 48% des intentions de vote à la présidentielle de 2022 en cas de deuxième tour face à Emmanuel Macron. 48%, c'est tout près de la victoire. D'ailleurs, un autre sondage des Labs nous dit que près d'un Français sur deux pense désormais que Marine Le Pen peut l'emporter l'année prochaine. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on nous dit que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. C'est même un refrain connu que l'on entend presque à chaque élection. Alors qu'en est-il exactement ? Peut-elle vraiment gagner cette fois ? N'est-ce pas un peu trop tôt pour faire ce genre de pronostic ? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qui a changé en France pour que Marine Le Pen soit en mesure désormais d'entrer à l'Élysée ? Pour en débattre, nous avons invité Erwan Le Nohan. Vous êtes consultant en stratégie, membre du cabinet de conseil Altermind, membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. Vous enseignez le droit et la macroéconomie à Sciences Po. Vous êtes chroniqueur à l'Opinion et aux Échos. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut gagner en 2022 ? Et si oui, pourquoi ? Oui, je pense que c'est possible pour deux raisons. D'abord parce que le contexte ne cesse de se dégrader, contexte économique, politique et social. Et ensuite parce que la plupart des candidats s'emploient à la placer comme, en réalité comme la leader de l'élection à venir. Donc tout ça fait qu'on entre dans un contexte qui lui est favorable. Maxime Tandonnet, vous avez été membre du cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur et ensuite à l'Élysée. Vous enseignez à Paris 12 et à l'Université de Nice. Vous écrivez chaque semaine dans le Figaro Vox. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut l'emporter l'année prochaine et pourquoi ? Je pense qu'elle peut l'emporter comme tous les candidats. On est dans une démocratie. Rien n'est exclu par avance. Cela dit, je pense que l'élection présidentielle n'est pas la préoccupation principale des Français aujourd'hui. Je pense qu'ils ont des tas d'autres préoccupations dans une crise sanitaire épouvantable. Ils pensent à toute autre chose qu'à la présidentielle. Je pense que les sondages ne veulent pratiquement rien dire. Un an à l'avance, on voit que les pronostics des sondages sont toujours démentis aux élections présidentielles. Donc, à mon avis, ces chances sont relativement faibles parce que demain, les Français choisiront un candidat qui soit consensuel. Alors, c'est un personnage très clivant. Et ils chercheront la compétence dans une situation de crise sanitaire, l'expérience. Et je ne suis pas sûr que la candidate, Madame Le Pen, soit la mieux placée à cet égard. François Bousquet, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, dont le dernier numéro est consacré à l'antispécisme, avec une interview de Marine Le Pen. Vous dirigez La Nouvelle Librairie, dont vous êtes l'un des fondateurs, une librairie et une maison d'édition de droite qui se trouve rue de Médicis à Paris. Vous êtes l'auteur de Courage, manuel de guérilla culturelle et de biopolitique du coronavirus, télétravail, famille, patrie. Les deux sont édités par La Nouvelle Librairie. Vous pensez que Marine Le Pen peut l'emporter l'année prochaine et pourquoi ? Il faut rien s'interdire, surtout dans une émission comme la vôtre. Pourquoi pas ? Oui, Mitterrand et Chirac sont présentés 2 fois avant d'être élus une 3e fois. Ce sera difficile, serré. Du reste, dans le sondage, elle n'est pas donnée gagnante. Mais il est faux de penser qu'il y a un plafond de verre pour elle. Sondage après sondage, ce plafond de verre est en train de voler en éclats. Donc c'est une hypothèse à envisager très sérieusement, me semble-t-il. Alors, il faut se souvenir que on nous a dit déjà en 2017 que Marine Le Pen pouvait l'emporter. Or, à l'époque, aucun sondage ne la donnait à plus de 40% des voix. Donc, si on disait ça, c'était une forme de chantage. C'était de dire, si vous ne venez pas voter, si vous ne votez pas pour moi, Marine Le Pen entrera à l'Élysée, alors qu'on savait très bien que ça n'était pas vrai. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas la même tentation, c'est-à-dire de crier au loup, au fond, Erwan Le Nohan ? Si, il y a probablement la même tentation de crier au loup, et on voit bien que d'abord chacun des candidats a intérêt à se retrouver pense avoir intérêt à se retrouver face à Marine Le Pen au second tour, dans l'espoir d'avoir un réflexe républicain qui le ferait gagner l'élection. Et on a vu que c'est un stratagème politique qui a été utilisé maintes fois dans les élections passées, de se poser comme le principal recours pour empêcher la victoire ou l'élection du camp de Marine Le Pen. Donc effectivement, il y a une part de jeu, mais ce qui me semble intéressant, c'est que sur les dernières années, et ça ne date pas de ce mandat, mais vraiment depuis 2002, progressivement, on a installé Marine Le Pen comme étant l'alternative au parti en place. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'à part le parti présidentiel, il n'y a pas réellement de parti qui semble pouvoir assumer l'élection demain. Donc l'alternative semble s'imposer de plus en plus clairement. Et si les électeurs sont trop fatigués de la solution qu'ils ont aujourd'hui, ça ouvre une voie pour Marine Le Pen et le Rassemblement
Rassemblement national. Maxime Tandonnet ? Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, sauf que je nuancerai un peu sur les alternatives possibles. C'est vrai que les sondages donnent toujours un binôme Macron-Le Pen, mais quand on regarde les vraies élections, notamment les élections municipales, on voit que la France profonde est très fortement en faveur à la fois de la droite qui obtient à peu près 33% et même de la gauche qui est à un niveau relativement élevé. Donc il y a un décalage entre les vraies élections et les sondages et à mon avis on a tort de se focaliser uniquement sur les sondages qui sont souvent biaisés. Cela dit, je rejoins tout à fait l'idée qu'il y a une vraie volonté des politiques au pouvoir notamment, de se donner Marine Le Pen comme principal adversaire. On voit que la plupart les débats avec le ministre de l'Intérieur, les débats avec le ministre de la Justice, on voit qu'il y a une volonté de toujours mettre en avant Marine Le Pen comme l'opposante numéro 1. Et j'ajoute qu'il y a aussi un jeu des médias qui malheureusement n'est pas toujours très clair à cet égard. Et qu'on aime beaucoup faire du sensationnel avec la victoire de Marine Le Pen. Le nombre d'articles sur le duel inévitable Le Pen-Macron, on les compte plus, ces articles. Et même, excusez-moi, mais si je vois le titre de votre émission, Marine Le Pen peut-elle gagner en 2022 ? C'est très intéressant, mais ça montre bien quand même que cette idée d'une victoire de Marine Le Pen, ça fait sensationnel, ça fait bien, et puis c'est beaucoup mis en avant, aussi bien par les politiques que par les médias. Donc je pense qu'il y a quand même un phénomène de manipulation qui est très fort sur l'idée d'un duel Macron-Le Pen et qu'on n'y voit pas très clair aujourd'hui sur ce qui va se passer en vérité. L'émission est intitulée comme ça, c'est parce que c'est la question qu'on se pose. Donc, c'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui à la lumière de ces deux sondages. À la fois, 48% des Français qui auraient, selon ce sondage Harris Interactive, l'intention de voter pour elle face à Emmanuel Macron en 2022, mais aussi l'autre, le sondage Elab, qui dit que près de la moitié, 48% aussi, pensent qu'elle peut gagner. Ça aussi, ce serait nouveau. François Bousquet. Oui, sur la question du front républicain ou du front antifasciste, il commence à s'épuiser. Ça fait depuis le 21 avril 2002 que cette comédie est jouée aux Français, donc on se fait peur à bon compte. Les grands-parents des journalistes n'ont pas arrêté Hitler dans les Ardennes, mais ils vont arrêter le Front National à Hénin-Beaumont. Non, cette comédie a duré depuis assez longtemps. Je crois qu'il y a des raisons objectives aujourd'hui à ce que Marine Le Pen se place en tout cas en tête au premier tour et dans une dynamique pour le second tour. Il y a des raisons objectives. D'abord, il y a le candidat Macron. En 2017, Marine Le Pen était le meilleur allié, de fait, du régime, du système, et de son représentant, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le meilleur allié de Marine Le Pen, c'est Macron. C'est les Gilets jaunes, c'est la politique que mène Macron depuis quelques années. Peut-être que le système choisira une autre alternative. En 2016, il y avait un sondage qui a donné Marine Le Pen gagnante face à François Hollande. François Hollande s'est mis en retrait. Peut-être que Emmanuel Macron se mettra en retrait le moment venu si, sondage après sondage, les Français plébiscitent un vote RN, un vote Marine Le Pen. Les raisons objectives sont lourdes, me semble-t-il. Les idées du Front National sont majoritaires en France. Il y a une enquête qui est menée chaque année depuis 30 ans, par Kantar, TNS, Sofres, Le Monde, sur la perception des idées du Front National. À 2/3, c'est devenu un feuilleton. 2/3 des Français plébiscitent, en tout cas dans les domaines régaliens, immigration, sécurité, frontières, les idées du Front National. Mais aux 2/3, ils rejettent Marine Le Pen et hier Jean-Marie Le Pen. Autrement dit, ils plébiscitent le message et ils récusent le médium. Donc on est très loin de McLuhan, là pour le coup. Le message n'est pas le médium. Donc tout l'effort de Marine Le Pen, me semble-t-il, c'est ce à quoi elle s'adonne depuis 1 mois, 2 mois, qu'elle est entrée en pré-campagne, c'est d'offrir une image beaucoup plus crédible, essayer de faire oublier le débat calamiteux du deuxième tour en 2017, mais la résilience de l'électorat est si forte qu'il est déjà oublié. Et me semble-t-il, on se dirige vers 2 blocs. Il y a que 2 blocs aujourd'hui en France. Il y a un bloc, pour parler comme Jérôme Sainte-Marie. Ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que les 2 analyses, me semble-t-il, les plus fines, qui sont produites sur le corps électoral, c'est 2 sondeurs, pas des intellos, c'est 2 sondeurs. Elles sont aux antipodes, c'est la thèse et l'antithèse, mais peut-être faut-il en faire une synthèse. Et cette synthèse, c'est peut-être Le Pen. Je pense à Jérôme Sainte-Marie. Donc Sainte-Marie dit qu'il y a 2 blocs en France. Un bloc élitaire, macronien, et un bloc populiste, lepéniste. Et à contrario, Fourquet dit que la France s'archipélise, se balkanise et qu'il n'y a pas 2 blocs. Donc c'est 2 logiques assez différentes. Mais en termes électoraux, aujourd'hui, il y a 2 blocs. Quelle est l'alternative entre Macron et Le Pen? Il n'y en a pas. L'espace politique se réduit. Ces 2 forces politiques aspirent la puissance gravitationnelle de ces 2 mouvements
aspire autour de lui ses marges. Donc les LR et le centre droit pour Macron, les conservateurs pour Marine Le Pen. Mélenchon n'a plus du tout d'espace politique. En 2017, il y avait 2 offres populistes. C'était important, 2 offres populistes, vraiment égales en termes électoraux. 20% Mélenchon, 20% Marine Le Pen. Mélenchon a disparu des écrans radars. Il n'est plus populiste. Aujourd'hui, il a réactivé de la gauche, il est indigéniste, décolonial, post-féministe, queer, tout ce qu'on voudra, mais il n'est plus populiste. En 2017, Mélenchon était populiste. Donc il y avait 2 offres populistes. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule offre populiste. Ce qui fait qu'il risque d'y avoir un très gros report de voix des Mélenchoniens, en tout cas des catégories populaires, celles qui votent François Ruffin et autres, vers Marine Le Pen. Oui, tout ça me fait dire que la donne a changé. Et je ne crois pas qu'on reproduira 2 fois les mêmes erreurs. Moi, je pense au débat de Mitterrand en 74, qui est dévastateur. En 81, il démolit Giscard. L'homme du passé démolit l'homme du passif. Entre les deux, il y a eu une opération de chirurgie esthétique, de chirurgie dentaire, certes. Il s'est refait le visage, donc il y a de la cosmétique. Et il vous a pas échappé que Marine Le Pen, ses dernières interventions, c'est plus féminine, moins agressive, moins Le Pen, plus Marine en quelque sorte. Donc tout ça me fait dire, et d'autres choses encore, que le rapport de force a changé. Réaction de Erwan Le Nohan. Je partage une partie de ce qui vient d'être dit sur la fin, c'est-à-dire sur la façon dont il y a un duel peut-être qui s'est installé. Mais je pense qu'il faut le modérer en tenant en compte l'abstention. C'est-à-dire, je ne crois pas que dans l'opinion française, aujourd'hui, il y ait ce bloc soit parfaitement... qu'il y ait une adhésion à cette idée de 2 blocs qui s'opposent, en tout cas 2 offres alternatives et uniques. Quand on voit le nombre d'abstentions, en tout cas de personnes qui disent potentiellement s'abstenir, et en même temps le nombre de personnes qui disent ne pas vouloir du duel Macron-Le Pen, c'est bien la preuve que certes le duel existe et dans le débat politique, mais que les Français n'en veulent pas, et que donc il y a un espace en tout cas pour une offre alternative. Est-ce qu'elle a le temps d'émerger? C'est un autre sujet, mais je pense que ce duel ne suscite pas un enthousiasme fou des Français, et c'est d'ailleurs en partie ce qui pourrait d'ailleurs faire l'élection de Marine Le Pen, c'est l'abstention. Si beaucoup de gens ne vont pas voter ni au premier ni au second tour, et on voit dans les derniers sondages aussi qu'une partie des électeurs de gauche, par exemple, pourraient s'abstenir au second tour dans un duel Macron-Le Pen, c'est aussi un facteur qui est favorable, paradoxalement, à la victoire du camp du Rassemblement national. Maxime Tandonnet. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant. Je pense que l'idée de bloc contre bloc, bloc populiste contre bloc mondialiste, en gros, c'est extrêmement caricatural. C'est vraiment une vision parisianiste de sondeurs ou de politistes ayant peu forcément d'expérience de terrain. Je crois que l'expérience des dernières élections municipales par contre, montre que la donne est beaucoup plus diverse que ça. Je pense que l'immense majorité des Français, 80% des Français, ne se reconnaissent pas dans le duel Marine Le Pen. Il y a eu d'ailleurs, on en revient à des sondages qui l'ont très bien montré. Et je crois que la grande majorité des Français, elle veut sortir de la crise sanitaire, elle veut vivre normalement, elle veut lutter contre la pauvreté, contre le chômage, elle veut mieux maîtriser l'immigration, elle veut lutter contre l'insécurité. On n'est pas du tout dans la vraie vie, on n'est pas dans l'idéologie mondialiste contre populiste. Je crois que c'est pas ça. C'est vraiment une vision très caricaturale et très théorique. Je pense que la grande majorité des Français n'est pas sur cette ligne. Alors cette vision que vous qualifiez de caricaturale ou de parisianiste, au fond, c'est quand même la vision de Marine Le Pen, François Bousquet. Mais c'est peut-être aussi celle d'Emmanuel Macron, qui consiste à dire, au fond, il y a 2 blocs. Oui, enfin, là, évidemment, en ce moment, on n'est pas dans une séquence présidentielle. L'élection, c'est dans 1 an. Donc, les Français vont rentrer en campagne en février-mars. En mars, ils vont rentrer en campagne. La campagne va durer 3 mois. Mais il y aura une telle dramaturgie pour la campagne. C'est le suffrage universel le veut. C'est-à-dire que c'est un moment de pensée magique. L'élection, pendant 3 mois, on pense que notre bulletin de vote, déposé dans l'isoloir, dans l'urne, va changer la face du monde. Donc, on y croit tous. Vraiment, on y croit tous. On y
y croit pendant 3 mois. Évidemment, dès le lendemain, c'est la gueule de bois. Dès le lendemain, c'est l'atterrissage. Donc on n'en est pas là. Il est évident qu'aujourd'hui, les Français ne pensent absolument pas. Ça n'intéresse que les journalistes. Pour répondre à Maxime Tandonnet, je remercie de dire que c'est une vision parisianiste. Non, je vis dans la France périphérique. Mais pour autant, j'ai bien conscience que dans la France périphérique, l'élection présidentielle ne concerne pas encore les gens, ne concerne pas les Français. Et pour cause, ils ont d'autres problématiques, vous l'avez dit, sanitaires, économiques, sociales. Mais il n'empêche que dans 1 an, eh bien, se mettra en place le scénario de la présidentielle, et il rejoue à tous les coups le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation, c'est la meilleure des élections. Donc par définition, c'est l'élection où l'électorat se déplace, où l'abstention est la plus faible. Peut-être sera-t-elle forte au deuxième tour, comme il a été dit dans un premier temps, quand les électeurs de gauche, ou en tout cas de la gauche, ne se décideront pas, ne voudront pas arbitrer, au fond, comme Mélenchon en 2017, ne voudront pas arbitrer entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On n'en est pas là. Là, évidemment, on pose des scénarios, on joue à un jeu, c'est un jeu fictif. On joue à l'élection. Alors, l'élection aura lieu dans 1 an, ça va de soi. Pour autant, il me semble que s'imaginer qu'il n'y a pas 2 blocs en France, c'est ne pas comprendre ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ne pas comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a une crispation de part et d'autre. On pourrait presque dire même qu'il y a une montée aux extrêmes, en tout cas aux États-Unis. Aux États-Unis, entre l'électeur de Biden et l'électeur de Trump, ils n'ont plus rien à se dire. Ils sont sur la logique ami-ennemi. C'est en train d'arriver en Europe, en France, évidemment, sans la dimension caricaturale des Américains. Marine Le Pen n'est pas Trump. Trump, c'est un entrepreneur de spectacle dans une société qui aime ça, qui aime faire le show. Marine Le Pen n'est pas du tout dans ce registre-là, mais il n'empêche, il y a une crispation de part et d'autre. Et je ne vois pas d'espace politique. Alors évidemment, il y a l'espace politique dans toutes les élections intermédiaires. Ce sont les élections intermédiaires, c'est les élections dans lesquelles le Front National a les plus forts taux d'abstention. Rappelez-vous l'élection des députés LERM en 2017. À peu près les catégories populaires, les ouvriers, en tout cas les plus bas revenus, à 80% s'abstiennent. Donc il y a un défaut de perception si on s'en tient aux intermédiaires. L'important, c'est la mère des élections. Je le redis, c'est de la pensée magique. C'est d'où l'efficacité redoutable, d'où sa capacité à mobiliser la nation dans son ensemble et à laisser une marge très résiduelle à l'abstention. Peut-être que ça changera en 2022. On n'en est pas là. Mais je crois que c'est le scénario qui s'avance vers nous. Est-ce que ce sera Macron ou Édouard Philippe? Si c'est Édouard Philippe, évidemment, la donne se renverse. Moi, je le redis, le meilleur allié de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est Macron. Macron, c'est l'homme qui a, pendant 1 an et demi, envoyé des tirs de lanceurs de défense, qui a éborgné une population, avec une violence qu'on n'avait jamais vue depuis la guerre d'Algérie. Donc, s'imaginer que les Français l'ont oublié, non, je ne crois pas qu'ils l'aient oublié. Maxime Tandonnet. D'abord, je vous prie de m'excuser. Je disais pas pour vous. Je parlais pas de parisianisme pour vous, bien sûr. C'est plus général ma réflexion. Je suis vraiment désolé. De même, je suis désolé vis-à-vis de vous, Monsieur Tadei. Quand je parlais du titre Marine Le Pen peut-elle gagner en 2022, c'était un exemple, quoi. C'était pas du tout. Je l'ai pas mal pris. Non, mais je suis d'accord avec vous à ce que vous dites. Macron, le meilleur ami de Le Pen, c'est clair, et Le Pen, le meilleur allié de Macron. Je suis d'accord aussi. Mais honnêtement, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites, quand vous parlez de la crispation, etc., de blocs qui ne se parlent pas. C'est pas ça la vie quotidienne des Français. C'est pas ça. Les Français, ils continuent à se parler. Moi, je suis sûr qu'il y a 60 à 70% des Français qui partagent les mêmes idées sur le fond. Et je crois qu'on parle du reflet des choses. On parle de l'apparence des choses, des sondages qui ne reflètent pas la réalité de la France profonde et de la réalité de la France. Les gens, ils continuent à se parler, ils continuent à penser la même chose souvent sur beaucoup de thèmes. Alors, par contre, vous soulevez un vrai problème, à mon avis, c'est le problème de l'élection présidentielle. Vous me dites que c'est un moment magique, etc. Mais plus personne n'y croit. Ça, vous pensez que les gens sont naïfs à ce point-là? Depuis le temps qu'ils se font avoir par l'élection présidentielle, on leur vend des tas de choses, on leur vend un nouveau monde, on leur vend une transformation de la France. Chaque fois, c'est pareil. Mais les Français, ils finissent par ne plus y croire, donc ils finissent par s'abstenir, ou alors ils votent sans vraiment y croire. Avec quel pourcentage des votants M. Macron a été élu? Je crois que c'est même pas 12 ou 13%, compte tenu du taux d'abstention. Et Marine Le Pen, elle faisait combien? Elle faisait dans les 12% de l'électorat. Donc je pense qu'il y a un vrai... Et là, je partage un peu votre avis. Il y a un vrai écœurement de l'opinion. Les gens, l'élection magique, plus personne n'y croit, à mon avis, sauf quelques naïfs. Mais c'est fini tout ça. Et je pense que justement, l'élection présidentielle pose un vrai problème. C'est-à-dire que
sur une élection présidentielle, on se prononce sur un personnage. Un personnage, c'est très facile de manipuler une image de quelqu'un à travers une image télévisuelle, à travers une manière de le maudire ou de le magnifier. Et on ne discute plus justement. Et moi, je trouve que c'est complètement aberrant d'avoir une élection présidentielle qui dévore les autres élections, notamment l'élection législative. Alors que lors d'une législative, en principe, on parle d'un programme, des partis qui présentent un programme. Les législatives, on parle d'une personne. Les présidentielles, on parle d'une personne. Et je crois que la démocratie française est en train de crever à cause de ça, à cause de l'élection présidentielle telle qu'elle est vécue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vend des personnages aux Français comme on leur vendrait des savonnettes. Et du coup, on ne parle plus du fond des problèmes, des réels problèmes, le chômage, la désindustrialisation, la crise sanitaire, les phénomènes migratoires, tout ça, on n'en parle plus aux élections parce qu'on parle de personnages avant tout. Ces personnages, évidemment, ont un programme qui est fait de gadgets. Souvent, sont des gadgets. On va supprimer la taxe d'habitation, on va recréer le service militaire. C'est toujours pas fait, d'ailleurs, le service national. Donc, ça se joue sur des gadgets, ça se joue sur des images, et non plus sur un vrai débat de société. Et moi, je regrette vraiment que cette élection présidentielle ait été à tel point dénaturée, parce que c'était pas ça à l'époque de De Gaulle, l'élection présidentielle. Je pense qu'elle a été complètement dénaturée, et elle finit par ronger la démocratie française. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, ce phénomène. Erwan Le Nohan. Je souscris une grande partie de ce qui vient d'être dit à propos de l'élection présidentielle. Je pense que beaucoup des difficultés ou des tares, pour être un peu plus dur, de la vie politique française viennent de là. Et y compris la bipolarisation ou la radicalisation dont on parlait, parce que l'élection présidentielle, il y a ce seul de par un second tour dans lequel il y a nécessairement, par construction, un camp contre l'autre. Et donc, dans cette lutte d'un camp contre l'autre, il y a un camp qui doit battre l'autre. Et ça, je pense, conduit effectivement à polariser l'opinion et polariser les candidatures. Et au-delà, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit sur cette pensée magique. Enfin, je rappelle que Emmanuel Macron a été élu avec un programme qui parlait de révolution, François Hollande de changement, qui devait venir maintenant, et même Nicolas Sarkozy d'ailleurs avait un discours qui était sur la rupture, et tout ça rejoint d'ailleurs le discours qu'on a aujourd'hui sur le monde qui devrait survenir après la crise, une espèce de pensée magique que l'élection ou on vivrait dans un monde où on pourrait se saisir, arrêter le temps, s'en saisir et transformer la société assez rapidement, et en plus, en général, sans faire de mal, puisque il faut que tout soit parfait. C'est des illusions, et tout ça non seulement suscite d'abord de la polarisation, et ensuite nécessairement une forte déception, et d'une certaine façon, Emmanuel Macron en est aujourd'hui victime. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment Marine Le Pen va reprendre ce sujet. Est-ce que son sujet va être de dire qu'elle aussi, elle est dans la rupture, et qu'une fois qu'elle sera élue, si elle l'est, ça sera une transformation soudaine de la France et des pratiques, ou est-ce que, au contraire, elle va essayer de modérer ce discours-là? Je pense qu'elle sera plutôt sur la première option, et que ça donne une voix aussi pour ses adversaires, pour expliquer pourquoi eux, s'ils sont élus, feront vraiment les transformations et comment ils s'y prendront. Je pense que le discours de la méthode, d'une certaine façon, est un enjeu important pour les adversaires de Marine Le Pen dans la prochaine élection. Marine Le Pen, en 2017, il y avait encore un politiquement correct qui empêchait un certain nombre d'électeurs de voter pour Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, sur l'Europe, sur l'euro, sur l'écologie, elle dit la même chose que les autres. Et sur l'islam ou sur l'immigration, ce sont les autres qui disent la même chose qu'elle. On se demande si aujourd'hui, il peut y avoir encore un principe moral qui empêcherait de voter Marine Le Pen, comme ça a été le cas depuis bien plus longtemps que vous ne le disiez, François Bousquet, parce que le Front républicain, ça date des années 80, pas de 2002. Déjà, dans les années 80, à droite comme à gauche, on invoquait le Front républicain pour se dresser contre Jean-Marie à l'époque ou le Front national. Alors, il nous reste juste 2 minutes avant la pause. Je vous donne la parole, François Bousquet, et je vous la rendrai ensuite. Oui, en effet, vous avez raison, ça remonte aux années 83-84. Je crois en 84 que ça s'est mis en place, ce cordon sanitaire autour du Front National, donc une prophylaxie qui interdisait toute forme d'alliance. Ça a été brisé à l'époque de Maigret, ponctuellement, mais sans suite.
Est-ce que ce sera là en 2022? J'en suis pas sûr. Moi, ce que j'observe, en tout cas, je parle pas du Front républicain en soi, mais disons de la dimension antifasciste. Le Front antifasciste. Alors lui, il est antérieur, il remonte aux années 30. Je suis plus sûr qu'il soit opératoire. D'abord parce qu'il y a la culture historique de la population, n'est plus ce qu'elle était. Donc les référents dans le passé du XXe siècle s'éloignent de nous. Et puis ensuite, il y a ce phénomène d'usure. On a si souvent joué cette comédie de la diabolisation qu'à un moment donné, elle n'est plus opératoire. Même, on pourrait presque penser qu'elle produit des effets inverses. En tout cas, si on s'en tient à Trump, à Bannon et à Trump. Alors évidemment, c'est un cas spécifique. C'est le cas américain avec une crispation partisane de part et d'autre, beaucoup plus violente, beaucoup plus marquée qu'ici, qu'en Europe. Pour autant, c'est Trump, ne s'est en aucun cas excusé d'être ce qu'on lui reprochait d'être. Au contraire, il l'assumait et ça a séduit son électorat. Donc je suis moins sûr que ce soit aujourd'hui aussi efficace que ça peut être par le passé. On continue de parler du Front républicain et puis du cas de Marine Le Pen en elle-même, parce qu'elle revient de loin, Marine Le Pen. On la croyait enterrée en 2017. On revient juste après une pause. Une crainte de l'inflation a poussé les investisseurs à vendre des obligations. Conséquence, une forte remontée des taux sur le marché. C'est plutôt un avertissement des marchés vis-à-vis de la Banque centrale, de lui dire attention, même si l'économie repart, il n'est pas question que vous changiez de politique. Il ne faudra pas que les investisseurs jouent trop longtemps, parce que c'est une grosse main, comme on dit, la Réserve fédérale américaine. C'est celle qui dispose de la machine à imprimer des billets de banque dans la cave et qui a la capacité en fait de la faire fonctionner sans aller en prison. Les taux ne peuvent pas. Donc on va forcer en fait les banques centrales à continuer à faire tourner la planche à billets. Comme d'habitude, cette thématique, elle n'existait pas il y a 3 mois, elle n'existera plus dans 3 mois. Le maniement de la rumeur est vieux comme le monde. Mais il est vrai que l'arrivée des réseaux sociaux lui a donné une crédibilité destructrice dans sa virtualité. L'influence a pris toute sa place au cœur des affrontements politiques et économiques internationaux, car elle est une manifestation de la puissance capable de peser sur l'évolution des situations. Tous les jours, nous entendons des accusations de complotisme contre ceux qui n'adhèrent pas à la pensée contenue. Dans le fond, la théorie du complot est l'explication la plus simple et la plus facile, d'autant qu'elle permet de désigner un bouc émissaire, évidemment coupable du pire. Vouloir forcer le destin en réécrivant une histoire biaisée pour servir ses intérêts ne tient pas dans la durée, car la vérité finit toujours par éclater. On reprend ce débat avec Erwan Lenohan, avec Maxime Tordonnet et François Bousquet. François Bousquet, encore une question. Vous êtes, en tant que rédacteur en chef de la revue Éléments et fondateur de la Nouvelle Librairie, c'est votre camp, le camp de la droite. Comment expliquez-vous le regain d'intérêt aujourd'hui pour Marine Le Pen, alors qu'en 2017, après le débat que vous qualifiez vous-même de calamiteux, tout le monde la croyait enterrée, y compris dans son propre camp. Comment expliquez-vous son succès aujourd'hui ? Aujourd'hui, tout le monde s'incline pour dire que, bah oui, elle pourrait gagner. Le défaut d'alternative dans le camp à droite, mais enfin, est-ce que Marine Le Pen est de droite vous remarquerez que ce clivage, moi je l'assume, ce clivage de droite, mais parce qu'il y a une psychologie de droite, il y a une métaphysique de droite, mais en termes électoraux, ce clivage est de moins en moins efficace. Macron ne se nie ni de droite ni gauche, ou de droite et de gauche. Marine Le Pen ne veut pas du tout recourir à cette catégorisation du champ politique. Alain de Benoît, qui est l'éditorialiste de la revue Éléments, a écrit un livre qui s'appelle Le moment populiste, où il dit que
Ça a une dimension, le découpage politique a une dimension perpendiculaire. Hein. On avait naguère quelque chose d'horizontal, la droite, ou de latéral si vous préférez, de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Hein. Aujourd'hui, le clivage est beaucoup plus vertical. Hein. Maxime Tandonnet va sursauter, mais les élites hein, contre ce bloc populaire. Hein. Donc Marine Le Pen est-elle de droite? J'en suis beaucoup moins sûr. En tout cas, elle a deviné, elle a pressenti qu'électoralement ça pouvait la desservir. Marion Maréchal Le Pen est de droite. Là, il est clairement de droite, hein, de la droite conservatrice, catholique, hein, mais Marine Le Pen non. Donc, alors pour ensuite la résilience. Hein, elle est seule. Hein. Toutes les alternatives ont été essayées. Je veux dire, la candidature Zemmour a été éphémère. Elle a fait pchit, hein, mais pendant 3 mois, elle a occupé les journalistes. Hein. Il y aura d'autres candidatures qui peuvent venir se glisser entre Macron et Marine Le Pen, mais elles n'ont pas vocation à s'installer dans la durée. Donc elle est seule. Hein. La résilience de l'électorat, et puis la conviction peut-être. Hein. Vivant dans la France périphérique, moi j'ai pas été frappé. Pour moi, il est calamiteux le débat. Il est au-delà du calamiteux. Le débat, c'est un comportement d'échec qui était classique au sein du Front National, hein, ou du RN, hein, du Rassemblement National. C'est-à-dire qu'on allait à l'élection à reculons. Et le jour du débat, elle fait une migraine ophtalmique. En psychanalyse, ça s'appelle un acte manqué, en gros. C'est-à-dire que vous oubliez le réveil le jour de l'examen. Donc elle savait qu'elle allait pas réussir cet examen-là. Donc elle fait une migraine terrible, elle perd la vue pendant 1 heure ou 2, quoi. Est-ce qu'elle veut refaire ça en 2022? Je ne le crois pas. Je crois que on a négligé le précédent Mitterrand. Il faut regarder les archives de l'INA. Mitterrand n'est pas bon face à Giscard. Giscard le balaye. Hein. C'est une sorte de Macron en moins sexy, en polytechnicien, en plus grand, plus longiligne peu importe. Hein. Mais vraiment, il bat Mitterrand. Et Mitterrand, 7 ans plus tard, s'appuyant fort des leçons et de cette expérience, fort de ses erreurs, hein, ne les renouvelle pas. Et puis l'homme du passif et l'homme du passé démolit l'homme du passif. Hein. Il me semble, en tout cas, depuis 2 mois, que Marine Le Pen a fait des efforts dont elle n'avait jusque-là auxquels elle n'avait jamais consenti. Le débat sur BFM, pardonnez de citer une chaîne concurrente, hein, moi m'a surpris. J'avais un autre personnage, hein, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand je voyais Marine Le Pen, je voyais Jean-Marie Le Pen, je parle en tant qu'électeur là, c'est-à-dire quelqu'un qui se cuirassait, qui se rengorgeait, qui ricanait, qui était franchement antipathique. Hein. Là, pour le coup, elle devient sympathique. Elle a toutes les gimmicks du père hein, ont disparu. Alors certainement qu'elle a des communicants qui sont derrière et qui la conseillent. Hein. Donc, alors évidemment, ça c'est que de la cosmétique, hein, mais il n'empêche, hein, c'est un personnage beaucoup plus agréable. Hein. En tant qu'électeur du RN, postulons que je sois un électeur du RN, j'aurais plus envie de voter pour elle aujourd'hui qu'en 2017. Hein. Maxime Tandonnet, vous avez l'impression qu'au contraire, Marine Le Pen, ça reste Marine Le Pen et que au fond, elle ne peut pas gagner pour cette même raison. Non, je dis pas qu'elle peut pas gagner. Je dis qu'on est en démocratie, qu'elle est candidate et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ait pas de chance de gagner. Elle peut très bien gagner. Ça, je ne l'écarte pas du tout. Mais je pense pas non plus qu'on puisse raisonner en termes de front républicain. C'est vrai que c'est pas, à mon avis, c'est pas vraiment une affaire d'alliance républicaine contre Marine Le Pen. Je crois qu'en termes de sentiments, j'imagine mal, a priori, plus de 50% des Français votaient pour elle, parce que on a bien des sondages, effectivement, qui la montrent dans une position assez favorable aujourd'hui. Mais quand sera-t-il quand il va falloir engager l'avenir du pays, quand il va falloir réfléchir à des compétences, parce que c'est ça aussi, on veut quelqu'un qui ait de l'expérience, qui ait une compétence. Marine Le Pen n'en a pas. Ce qui est très important pour un président de la République, à mon avis, je disais tout à l'heure que c'était pas, il fallait pas présenter le président de la République comme une sorte de mage qui va régler d'un coup de baguette magique tous les problèmes. Il faut mentir aux Français, on leur ment à chaque fois. Il faut arrêter de leur mentir à cet égard. Le président de la République, il n'a pas une baguette magique pour transformer la France, ni pour l'introduire dans un nouveau monde. Mais un président de la République, il doit être consensuel, il doit pouvoir rassembler une grande partie des Français derrière lui, 2 Français sur 3
pas forcément qui votent pour lui, mais qui se reconnaissent en lui, si vous voulez. Il doit pouvoir inspirer la confiance au président de la République. Il doit créer un consensus, il doit créer une dynamique autour de lui. Chirac avait très bien su le faire, ça, à une certaine époque. Giscard d'Estaing aussi, d'ailleurs. Un président de la République ne doit pas être clivant, parce que le président, il incarne la nation, il représente la nation à l'extérieur, il représente la nation à l'intérieur. Je pense que Marine Le Pen, fondamentalement, même si elle a fait des progrès, même si elle a changé, et je suis d'accord à cet égard avec ce que disait l'intervenant précédent, même si elle a fait des progrès, je pense qu'elle représente toujours Marine Le Pen. Marine Le Pen, descendante de fille de Jean-Marie Le Pen, présidente du Rassemblement national. Et je veux pas faire de la diabolisation, ça m'intéresse pas, mais je veux simplement dire que cette position, elle est clivante. Et que les Français n'ont pas besoin de quelqu'un de clivant à la tête de l'État. Ils ont besoin de quelqu'un qui puisse rassembler, qui puisse être consensuel, qui puisse inspirer la confiance et même la sympathie d'une grande partie des compatriotes. C'est-à-dire 2 Français sur 3, comme disait Giscard d'Estaing à une époque. Mais Emmanuel Macron a eu ça au moment de son élection, et on voit bien qu'aujourd'hui ça fond très vite. Aujourd'hui le vote d'adhésion il est très limité et en nombre et dans le temps par rapport à une autre génération qu'on a pu connaître. Erwan Le Nohan. Oui, alors Emmanuel Macron a réussi une performance assez extraordinaire en 2017. Cela étant, il faut se rappeler que son score, son socle de premier tour n'est pas non plus extraordinairement élevé. Il est plus faible d'ailleurs que ce qu'on lui promet dans les sondages pour 2022. Mais on n'est pas au score de 28% comme l'a aujourd'hui Marine Le Pen ou comme l'ont eu par le passé des candidats qui leur donnent une assise très forte. Donc Emmanuel Macron, au-delà de cette performance, il a quand même commencé son mandat avec une assise électorale relativement faible qui compromettait les réformes peut-être les plus audacieuses. Et c'est très facile à voir, en tout cas à commenter de mon point de vue a posteriori. Probablement était-ce plus difficile sur le moment. Mais en ayant à peu près un quart de l'électorat à peine sur votre candidature, vous avez donc, comme le disait Maxime Tandonnet, vous n'avez pas les 70% ou 2 Français sur 3 avec vous, ils sont contre vous. En tout cas, ils ne sont pas déplacés. Vous n'avez pas suscité leur enthousiasme ou leur adhésion au moment où on leur a demandé de voter. Donc à partir de là, vous partez avec un capital faible et donc les erreurs ou les réformes qui sont trop clivantes nécessairement continuent d'amenuiser ce capital et c'est... au-delà de ce qu'on disait à l'instant, peut-être de l'image de Marine Le Pen, il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte, qui rejoint cet effritement du président Macron, c'est l'abstention et c'est la pauvreté des autres offres politiques. Je pense que la plus grande chance de Marine Le Pen vient des défauts, voire de la médiocrité relative des offres alternatives. Alors, on n'a pas aujourd'hui même LREM où les différents candidats de gauche n'ont pas un projet qui soit clair, qui soit susceptible de constituer une offre attractive. Moi, je suis libéral et je crois que c'est l'offre qui crée la demande. Quand vous n'avez pas d'offre, la demande, elle est perdue et elle se tourne vers l'offre qui peut sembler la plus constituée, la plus attractive ou la plus innovante, et puis elle se détourne simplement. Et donc l'une des chances de Marine Le Pen, c'est cette combinaison d'offres alternatives peu séduisantes et d'abstention. La raison pour laquelle Marine Le Pen monte dans les sondages, on va dire, c'est quand même que Emmanuel Macron baisse dans ces mêmes sondages. Si elle arrive aujourd'hui à 48%, c'est parce que lui-même a baissé à 52%. Or, Emmanuel Macron, vous le disiez, Maxime Tandonnet, on veut des gens compétents, etc. Et c'est certainement, au moment du débat en 2017, c'était criant, peut-être pour les raisons qu'expliquait François Bousquet, que Emmanuel Macron avait l'air plus compétent que Marine Le Pen. Mais quand on va être l'année prochaine, on sera après quasiment 2 ans de Covid, si tant est qu'on n'a pas vaincu l'épidémie d'ici là. Est-ce que Emmanuel Macron va paraître aussi compétent qu'il le semblait en 2017 ? La crise du Covid, c'est terrible pour tous ceux qui auront été au pouvoir pendant le Covid, non ?
C'est à moi que vous posez la question, oui. Pardon. Oui, je pense que non, mais en 2022, il est sûr que le jeu de rôle sera complètement différent. Macron ne pourra pas jouer s'il est candidat, s'il est au deuxième tour, j'en sais rien. Moi, je vous dis, j'ai aucun pronostic à cet égard. S'il est au deuxième tour, il ne pourra pas refaire la même communication sur sa compétence et ça ne jouera évidemment pas pareil. Et on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce qu'il pourra promettre, quel rôle il pourra jouer dans ce cas. Mais je crois que justement dans le contexte dramatique que la France aura vécu pendant 2 ans, avec plus de 100 000 morts sans doute, avec une crise économique effroyable. À mon avis, la tendance, elle sera plutôt de s'orienter vers l'expérience, pas vers quelqu'un qui n'aura jamais eu la moindre expérience de l'État, pas quelqu'un qui apparaîtra comme totalement nouveau sur la scène politique. Moi, je ne crois pas trop à ça. Je pense que c'est plutôt l'expérience et des gens qui auront fait leurs preuves qui auront une chance de se distinguer dans cette élection. J'essaie de réfléchir en termes de psychologie du peuple. Après une crise pareille, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche quelqu'un qui a l'expérience, on cherche quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui aspire la confiance. Donc, j'ai pas de nom à mettre derrière ça, malheureusement. Mais je pense que ce sera plutôt la tendance qui prévaudra à l'époque. François Bousquet ? Oui, le procès en incompétence de Marine Le Pen est ancien. Il était déjà adressé, ce procès en incompétence, au père. Il est globalement adressé au Rassemblement national. Peut-être qu'il y aura du changement à cet égard-là. Je voudrais revenir sur cette notion de 2 Français sur 3. C'est une séquence qui est très loin derrière nous, 2 Français sur 3. C'est l'époque de la moyennisation, de l'avènement des classes moyennes, de l'épanouissement de la société de consommation, et on commençait à basculer des 30 glorieuses vers les 30 piteuses. Ce que j'observe, moi, au contraire, c'est une société qui est très fracturée. Les actes des Gilets jaunes l'ont montré, les livres de Guy Lui le montrent, en attestent. Et comment ne serait-elle pas fracturée ? Il y a un décrochage de plus en plus massif de cette classe moyenne qui est en train de se paupériser, de se déclasser. Donc il y a des catégories populaires ou des classes moyennes inférieures qui ne se retrouvent pas du tout dans cette société consensuelle. La société aujourd'hui est plutôt dissensuelle entre une élite parisienne, culturelle, institutionnelle, qui contrôle les médias centraux, pour ne pas parler de RT, puisque RT est un cas à part, mais en tout cas les médias centraux, qui contrôlent l'institution judiciaire, qui contrôlent l'institution universitaire, qui a une ronde de monopole en fait sur l'ensemble des leviers de pouvoir, et une France périphérique complètement déclassée, en colère. Moi j'observe au contraire une très grande colère. Le seul philosophe qui a défendu la colère comme vertu politique, c'est Aristote, pour peu que cette colère répare une injustice. Et beaucoup de Français ont le sentiment, dans cette France des marges, dans cette diagonale du vide, que sais-je, ont le sentiment d'avoir été totalement abandonnés. Donc leur colère est toute puissante. Inutile d'insister sur les gilets jaunes. Le mouvement des gilets jaunes a été fascinant. On n'avait plus vu ça depuis Poujade. C'est-à-dire qu'une protestation fiscale devient virale, devient contagieuse. Évidemment, elle est éphémère par définition, puisque c'est viral, ça retombe. Mais on n'avait jamais vu ça. Et le slogan qui résumait le mieux, me semble-t-il, c'est Gilets jaunes. Le cœur électoral du Front National et de Marine Le Pen, c'est baisser les prix, certes, mais baisser aussi le mépris. Donc il me semble qu'on en est très loin. Je crois qu'au contraire, les 2 candidats se recentrent sur leur socle idéologique, leur socle sociologique. Qu'est-ce qu'a fait Macron ? Macron, il a fait la synthèse de la bourgeoisie de gauche et de la bourgeoisie de droite. C'est assez important. S'imaginer que dans la France périphérique, on n'en a pas conscience. Non, des ressorts de classe perdurent. C'est pas le seul ressort du RN. Le ressort de classe, il y a un ressort identitaire, il y a un ressort migratoire qui joue. Mais moi, ce que j'observe dans la France périphérique, c'est que les catégories populaires qui votent Marine Le Pen appellent délibérément, pour donner un exemple concret, leurs enfants avec des prénoms anglo-saxons, pas parce qu'ils sont complètement contaminés par les séries télévisées, ils le sont, mais pas que ça. C'est aussi pour se démarquer de la vogue des prénoms gothiques, snobs, des élites métropolitaines. Donc vraiment les camps, moi, me semble, à l'état de cristal, on en est loin de là, bien sûr, mais me semble se resserrer sur leur noyau. Et je reviens sur un dernier point, je crois qu'on se méprend si on considère que la présidentielle, dans un schéma populiste en plus,
Mais la présidentielle est populiste, par nature populiste, puisqu'elle met en vis-à-vis deux personnalités. Elle repose sur une personnalisation outrancière. Si on s'imagine que l'élection présidentielle se joue sur des ressorts rationnels, on en est très loin. Les Français, quand ils votent, ils cochent pas plus/moins la case Macron et la case Marine Le Pen. Je redis, c'est une opération très brève d'éclipse de la raison. Il y a une éclipse de la raison pendant 2-3 mois qui permet à tous les espoirs. Évidemment, ça retombe, mais ce calendrier rythme la vie électorale, rythme la vie politique française. Sinon, on décrocherait, on baillerait aux corneilles depuis très longtemps. Si on devait parler que de choses rationnelles, rappelez-vous le mot de Pascal, le cœur a des raisons que la raison ignore. On excède très très largement cette dimension rationnelle. On fait pas un calcul utilitaire quand on vote. On cherche pas à maximiser son profit ou à minimiser ses pertes. On fait bien autre chose. Donc on n'est pas dans cette séquence. J'en conviens comme vous. La présidentielle n'intéresse que les journalistes. Raison pour laquelle nous sommes tous là. Et nous sommes tous peu ou prou des journalistes. Mais le moment venu, quand les Français entreront en scène, c'est-à-dire 3 mois avant l'échéance, là, rassurez-vous, ça va être une dramaturgie, une dramatique, comme on disait à l'époque de France Télévisions, de France 2, pardon, qui va fonctionner. Erwan Le Nohan, quelle influence pensez-vous que va avoir la crise du Covid en général sur cette prochaine élection ? C'est dans un an, l'élection présidentielle, et l'année qui vient risque d'être particulièrement tendue en Europe. Et d'ailleurs, pour l'Europe aussi. Vous avez dit que vous étiez libéral, j'imagine que vous êtes aussi pro-européen. Beaucoup de pro-européens aujourd'hui s'inquiètent. Ils s'inquiètent de l'image que peut donner l'Europe aujourd'hui dans cette crise du Covid et notamment dans la campagne de vaccination qui est, a priori, jusqu'à présent, un échec. Ça va forcément avoir de l'influence. Tout à fait. Je pense que ça va effectivement avoir une influence clé sur la perception de l'Union européenne. C'est catastrophique. La gestion de la campagne de vaccination par l'Europe est, comme vous l'avez dit, un échec. Et d'autant plus un échec qu'on voit que des pays qui nous sont proches et qui ont une autre gestion réussissent très bien. En Grande-Bretagne, qui vient de sortir de l'Union européenne, alors je ne suis pas convaincu que ce soit lié, mais il y a effectivement, ça a permis à Boris Johnson d'acquérir une plus grande liberté dans sa gestion de la crise, et aujourd'hui, il cartonne dans les sondages. Un autre pays qui nous est proche également, Israël, on voit, rouvre aujourd'hui parce qu'ils ont une très bonne gestion de la crise et de la campagne de vaccination, et ça, évidemment, ça nous donne des contre-exemples très immédiats, très proches de ce qui aurait pu être fait. Alors, c'est toujours facile a posteriori, mais sur le coup, effectivement, c'est très mauvais pour la perception de l'Europe, et je crois que ce qui est très mauvais également pour l'image que l'Europe donne d'elle-même, c'est de refuser d'admettre qu'elle a pu se tromper. Quand on entend ce qui est dit sur les critiques qui sont portées très vertement sur Israël et la Grande-Bretagne, probablement que ces pays ne sont pas parfaits, mais je pense que la fragilité de l'Union européenne, elle vient d'abord de nos propres erreurs, et l'admettre serait déjà, je pense, renforcer l'Europe. Sur les autres conséquences que pourra avoir la crise sanitaire, elles vont être énormes. D'abord, pour cette raison, les comparaisons entre les pays qui ont su gérer et ceux qui n'ont pas su le faire, et ensuite parce que on entre aujourd'hui et on entre seulement dans une crise économique qui va être intense, qui va avoir des conséquences sociales inévitable. L'État aujourd'hui a ouvert les vannes de l'argent public pour soutenir les salariés, les entreprises qui en ont besoin. Ça ne pourra pas durer. Et donc la conséquence sociale va progressivement se faire plus forte, fort probablement, et qui dit conséquences sociales dit à terme également conséquences politiques, parce qu'il va y avoir de la colère qui va accroître, de l'angoisse qui va accroître, parce qu'il va y avoir aussi des questions politiques qui vont se poser sur les inégalités. On voit que c'est des questions qui commencent à monter, qui portent qui sont un terreau fertile pour des thèmes populistes, des thèmes de colère. Donc il est évident que cette crise on n'a pas fini d'avoir toutes les répercussions politiques. Oui.
François Bousquet, l'influence du Covid. Je me souviens d'avoir interviewé Marine Le Pen il y a une dizaine d'années à peu près, et je lui ai demandé, mathématiquement, à ce moment-là, elle n'avait aucune chance d'arriver au pouvoir. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui ferait, à votre avis, que vous puissiez tout à coup gagner plusieurs... à ce moment-là, je ne sais pas, elle devait avoir fait... on était après les élections de 2012. Et oui, c'est ça, c'était après 2012. Et élection où elle avait fait moins que son père et Bruno Maigret en 2002. Donc, c'était pas du tout la réussite qu'on disait à l'époque, au contraire. Et j'ai dit, pour inverser la tendance, et elle m'avait dit, il faudrait une énorme crise, une grande crise. Quelque chose où tout à coup, les Français soient stupéfaits par l'ampleur de la crise. Et je crois qu'on y est, là. La crise du Covid, elle a surpris tout le monde, et tout le monde est encore stupéfait. Est-ce que, à votre avis, François Bousquet, ça peut être la crise... Alors, qu'imaginait Marine Le Pen, mais surtout quelle influence est-ce que ça peut avoir sur la prochaine présidentielle ? Alors de crise, écoutez, en 2017, on aurait pu dire, en tout cas en termes de terrorisme, qu'il y avait une situation assez exceptionnelle, puisqu'il y avait plus de 200 morts, et il n'y a pas eu de traduction électorale de ces attentats en série. Aujourd'hui, Macron a une cote de confiance étonnamment haute, en tout cas eu égard au précédent. Je ne parle pas de François Hollande. François Hollande était vraiment au fond du trou, il était en train de se noyer après le pédalo. Il est en train de se noyer, mais Sarkozy n'avait pas la cote de confiance dont Macron peut se prévaloir. Jusqu'à présent, les confinements larvés, les déconfinements interrompus servent en partie Macron. Il n'y a pas de mouvement de gilets jaunes, les crises sociales sont repoussées, enfin le troisième tour social est repoussé en quelque sorte, une fois de plus. Est-ce que ça va durer? S'il y a un reconfinement, bon, on peut imaginer qu'avec un reconfinement, Macron va plonger dans les sondages. Alors la crise, on attend d'en voir les effets. Est-ce qu'elle va jouer pour Marine Le Pen? Oui, c'est possible, puisque tout à l'heure je parlais d'un procès en incompétence. Et que font les Français depuis, même en maintenant une certaine confiance à Macron, depuis un an, depuis qu'on est rentré dans le premier confinement il y a un an, c'est un procès en incompétence à nos élites techno, à l'énarchie. Le procès en incompétence, c'est là un procès au laboratoire, aux politiques, à tous les grands corps d'État. C'est-à-dire que le principe de Peter, qui veut que on atteigne un stade d'incompétence, eh bien, il semblerait, dans l'esprit des Français, moi, si je m'en tiens au sondage, à la perception dont la crise est gérée, que Macron a heurté son seuil de compétence ou d'incompétence, en passant du ministère des Finances à l'Élysée. Alors peut-être qu'il y aura une traduction électorale, si pour le Front National, le Rassemblement National plutôt, souhaitons-le. Il faut attendre des effets de la crise. Tant qu'on sera confiné, tant qu'on vivra sous cloche, toute cette colère souterraine ne pourra pas surgir. Mais dès qu'on lèvera la cloche, dès qu'on lèvera le sous-vide, dès qu'on passera du in vivo, enfin des laboratoires du in vitro des laboratoires au in vivo, peut-être alors là, les colères vont exploser et se venger contre les sortants, vont sortir les sortants. Dernier mot, Maxime Tordonnet. Sur le même sujet, oui. Ça peut jouer dans les deux sens, en fait. La crise du Covid peut jouer dans les deux sens. On peut avoir à l'élection présidentielle, comme le disait très bien M. Bousquet, une éclipse de la raison. C'est un terme très fort, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi, en fait. On vote uniquement en fonction de sa colère, de ses passions, de son énervement. Ça, c'est possible que ça joue comme ça. Moi, je suis pas certain parce que j'ai plutôt confiance dans les Français. Moi, j'ai plutôt confiance dans la raison des gens, justement. Je crois pas à l'éclipse de la raison. J'espère que la raison va prévaloir, justement. Et je pense que les Français choisiront plutôt, dans une situation aussi dramatique, où il y a autant de morts, autant de drames, ils choisiront pas forcément de maintenir les équipes en place, mais ils choisiront des candidats, un candidat qui a fait, pas forcément, je suis pas dans le procès pour incompétence, je suis pas capable de dire ça, mais d'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience de l'État, qui a l'expérience des crises, qui a déjà vécu ce genre de situation, et à mon avis, c'est plutôt dans ce sens-là que ça pourrait jouer, mais j'en suis pas sûr du tout, sincèrement. Erwan Le Nohan, dernière question. On a beaucoup parlé des électeurs de gauche qui ne veulent plus voter, en tout cas une partie d'entre eux qui ne voudraient plus voter pour Emmanuel Macron, qui ne se déplaceront pas. Vous y croyez? Alors, on est à un an de l'élection, mais il y a du temps d'ici là. Mais vous y croyez? Vous croyez que c'est possible?
Oui, je pense. Je pense que c'est probablement pas une majorité des électeurs de gauche. Au moment de choisir, il y a une partie qui pourra pas se résoudre à l'élection de l'extrême droite, fort heureusement, mais c'est une tendance qui est de plus en plus forte et qui a un certain nombre d'électeurs qui ne croient plus en la politique. L'expression est très galvaudée, mais qui ne sont plus prêts à se déplacer pour mettre un bulletin pour un candidat dont ils n'attendent pas grand-chose et peuvent être dans une logique un peu de la politique du pire. Donc oui, je pense que c'est relativement vrai, avec en plus pour certains probablement l'idée que c'est en coulant Macron qui se réouvriront une opportunité électorale de façon très cynique. Donc oui, c'est une hypothèse à laquelle je crois. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.